Je vais me présenter d'abord, François Zizerman, je suis le président et l'un des deux fondateurs de Target to Sell. Target to Sell, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Cette matinée a été organisée avec DataStax et Ypon, qui sont justement des partenaires avec qui on a travaillé pour mettre en œuvre ces technologies. Donc moi-même, François Zizerman, j'ai une cinquantaine d'années, donc ça fait pas mal de temps que je suis dans le... Et j'ai commencé par la technique. Et puis finalement j'y suis toujours un petit peu, même si forcément je m'occupe de deux, trois autres sujets. Donc c'est quoi le job de Target to Sell? C'est de faire de la recommandation personnalisée de produits. Ça veut dire quand vous allez sur un site e-commerce et que ce site e-commerce a eu la bonne idée de mettre en place notre solution, eh bien le site va vous reconnaître assez rapidement dès la deuxième ou troisième action. Et puis à partir de justement ce qu'on aura appris, le moteur sera capable de proposer le bon produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un levier extrêmement fort pour le secteur du e-commerce, et d'ailleurs bien au-delà. Pratiquement l'inventeur du e-commerce, c'est Amazon, et c'est un site un peu hors norme dans notre secteur. À lui tout seul, il est plus gros que ses 10 suivants. Et ils utilisent la recommandation personnalisée depuis plus de 15 ans. Donc finalement, le sujet n'est pas si nouveau que ça. Donc j'ai mis quelques copies d'écran pour montrer, voilà, le moteur a détecté que ces vêtements-là m'iraient bien au teint. Donc on voit que ça marche bien, parce qu'effectivement, vous pouvez voir que c'est des vêtements qui sont tout à fait adaptés à mon profil. Autre exemple sur Auchan avec des produits, quand on montre les résultats ou quand les clients regardent les résultats, on a souvent des réactions du type « Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de proposer ces produits-là » Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est déstabilisant pour les vendeurs, c'est que les recommandations, elles ne sont pas faites pour eux, elles sont faites pour chaque visiteur. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est bien pour moi en tant que vendeur, est-ce que je trouve ça logique de présenter ce produit-là avec ce produit-là. La vraie bonne question, c'est est-ce que finalement ça va aider à vendre. Donc je dis ça parce que par exemple, il peut se dire, tiens c'est embêtant, on propose un produit à 200 € et puis on fait une suggestion de produit à 20 €, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ben, j'en sais rien, il faut mesurer. Donc voilà, l'idée c'est plus il y a des recommandations partout, en fait moi je vois ça en termes de surface, plus la surface personnalisée finalement est importante par rapport à la surface totale du site, et plus globalement plus la performance s'améliore. Et donc on atteint des deltas extrêmement importants, c'est-à-dire au bout du compte, si la technologie est bien mise en œuvre à tous les niveaux, c'est-à-dire tant au niveau technique que marketing, on a des plus 20, plus 30% entre un site qui fait pas de personnalisation et un site qui personnalise. Donc là c'est pour donner, en parlant de surface d'affichage, là c'est un exemple, on est sur Devernois en tant que Futal, Devernois ne connaît pas le mot Futal, donc il ne sait pas répondre. Par contre, au lieu d'afficher une page vide pas très performante, d'en profiter pour recommander des produits adaptés aux visiteurs, c'est évidemment une bonne idée. Un peu la même idée ici sur une 404. 404 on n'arrive jamais, mais autant la prévoir quand même. Donc voilà, donc notre solution Target to Sell, quelques éléments clés. On est dans un secteur, alors comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que ce secteur existe, donc ce qui serait normalement une bonne question, c'est de se dire mais pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ça fait 15 ans que tout ça devrait être mature et complètement généralisé, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas de notre point de vue pour plusieurs raisons. La principale étant en fait la maturité du marché. Le e-commerce c'est notre quotidien en tant que consommateur. Tout le monde, la plupart des gens achètent sur Internet. Mais pour autant c'est extrêmement jeune en fait. Ça a une quinzaine d'années et une industrie ne devient pas mature en 15 ans. Et en particulier côté vendeur, ils se sont retrouvés, les gens qui avaient envie de vendre des choses ont vu ce nouvel espace s'ouvrir, et puis ça a été la conquête de l'Ouest pendant on va dire 12-13 ans. C'était un nouvel espace à conquérir et ils sont allés à fond, très bien, ils ont conquis de nouveaux espaces.
Maintenant, on est un peu un lendemain de fête, c'est-à-dire on se rend compte que finalement ces usines à vendre, ces machines à vendre, ça vend, et par contre c'est finalement pas si simple que ça de faire un site rentable, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce que les internautes cherchent les meilleurs prix. Donc rentabiliser un site e-commerce, c'est pas si facile que ça. Et c'est à ce moment-là donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché est plus mature et les marchands cherchent ce type de solution. L'autre raison qui, de notre point de vue, explique le décalage entre la nécessité d'un produit comme ça et le fait qu'il n'y en a finalement pas tant que ça mis en œuvre, c'est que les solutions qui existaient avant étaient trop brutes, c'est-à-dire un algorithme proposé à un marchand, et ça marche pas, il manque une couche. Le marchand, c'est pas un pro de l'algorithme. Et en général, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Et donc il a besoin d'une solution, comment dire, habillée. Pour prendre une métaphore, c'est la même différence entre vendre un moteur, potentiellement extrêmement performant, mais en tout cas entre vendre un moteur, un peu nu, avec les tuyaux qui dépassent, et puis vendre une voiture. Le marchand a besoin d'une voiture, il ne sait pas quoi faire d'un moteur. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Pour nous, un levier, quelque chose de complètement évident, mais qui n'est pas tant que ça, il y a des solutions qui ne le font pas, c'est que la solution soit automatique. Automatique, ça voudrait dire quoi, non automatique? Là, par exemple, il y a des solutions sur le marché où vous allez devoir définir à la main des règles qui finalement définissent le comportement du moteur. C'est-à-dire si l'utilisateur a vu un produit de telle catégorie et qu'il est, j'en sais rien, dans telle région de la France, alors je lui recommande tel type de produit. Et vous définissez comme ça une batterie de règles, et puis vous espérez avoir trouvé la martingale magique. Évidemment, vous ne pouvez pas y arriver, parce que c'est juste impossible à faire à la main, en fait. Donc nous, c'est une conviction absolue, seule une solution automatique peut faire ça. Auto-apprenant, ça reprend un peu l'idée qu'a présenté David, en fait. C'est l'idée qu'un moteur comme ça, s'il est automatique, il est essentiel qu'il soit capable d'évaluer la performance de ce qu'il fait. Et puis, une fois qu'il a évalué sa performance, de modifier ses réglages pour au fur et à mesure s'optimiser. Les algorithmes puissants, bon, ça fait un peu commercial vu comme ça, mais en tout cas, ça, de manière sous-jacente, il y a quelque chose de fort dans notre approche. C'est qu'on a non pas l'idée qu'on va développer un algorithme génial qui va être mieux que tout le monde, mais on a plutôt l'ambition de construire une plateforme. On a déjà une plateforme, mais on a l'ambition de continuer à la développer et de la rendre plus souple, plus évolutive, etc. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui permet d'intégrer des nouveautés, des nouveaux algorithmes. Dans ma tête, je vois ça un peu comme un tapis roulant. Donc voilà, notre ambition, c'est d'avoir un tapis roulant qui tourne assez vite. Et qui permet de mettre des nouveaux algorithmes en œuvre, de les tester, de les comparer par rapport à d'autres algorithmes, et puis on essaie d'optimiser. Si un algorithme il est bon, et on le garde, s'il n'est pas bon, on le jette, et on continue comme ça. Voilà, on est forcément en mode full SaaS, parce que ça nécessite, là aussi c'est lié à ce qu'a dit David, pour aller vite, en fait, on doit faire beaucoup de choses en RAM. On doit utiliser beaucoup de CPU, tout ça, ça demande des architectures serveurs finalement assez techniques. Et ce serait le modèle de passage à l'échelle, c'est de factoriser tout ce savoir-faire sur un seul, potentiellement plusieurs data centers, mais pas en tout cas de déployer ça chez chacun de nos clients, ce serait économiquement non rentable. Voilà, et puis l'aspect donc asynchrone, ça c'est dans le côté mise en œuvre. On est sur des sites e-commerce, ça représente potentiellement beaucoup d'argent, tout ça, et donc il ne faut pas que notre solution prenne le risque de planter le site de nos clients. Donc mise en œuvre asynchrone, ça veut dire que même dans le cas, et puis en même temps, on est dans Internet, personne ne peut garantir que son service sera up 24/24, 7 jours sur 7. Donc il peut toujours se passer des choses qui fait que notre service aura des interruptions, que ce soit de notre faute ou plein d'autres raisons qui peuvent se passer. Et la technologie asynchrone, ça garantit que les sites de nos clients continuent à marcher, même si notre service marche plus. L'aspect pilotage, c'est également quelque chose d'important. C'est à mettre en lumière avec le côté automatique auto-apprenant.
c'est pas parce que la solution doit être complètement automatique qu'elle ne doit pas être pilotable. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, le marchand, il est chez lui, il est dans son site, et c'est normal, c'est nécessaire qu'il puisse influencer le moteur, mais non pas sur des critères techniques, mais sur des critères qui correspondent à son business, c'est-à-dire des critères financiers, des critères de marge, des critères logistiques. Voilà, donc je donne un exemple qui va vous sembler trivial, mais c'est un petit premier exemple. Je ne veux pas recommander des produits qui ne sont pas en stock. C'est évident, sauf que ce n'est pas forcément vrai pour tous les sites, ni pour toutes les catégories de produits. Un site peut vendre une partie des produits en flux tendu, l'autre non, et il met cette règle-là à ce moment-là que pour un sous-ensemble de produits. Autre exemple, extrêmement différent, le marchand va dire « moi je ne veux pas recommander des produits à moins de 200 €. On voit là qu'on empiète un peu plus sur la liberté du moteur. Encore une fois, pour nous, il n'y a aucune ambiguïté, le marchand il est chez lui, et donc c'est normal qu'il puisse mettre des règles, et s'il décide de mettre ce type de règles, c'est son droit, il utilise le moteur comme il veut. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est une autre histoire. Donc, comme je l'ai déjà un petit peu sous-entendu, l'ambition de notre solution, c'est pas simplement de faire des recommandations personnalisées on va dire en mode e-commerce. Et on a déjà des scénarios d'usage, par exemple pour faire de la recommandation personnalisée en centre d'appel. En magasin aussi, il y a des choses qui commencent à se faire. Et puis évidemment, ça on le fait déjà, on peut aussi personnaliser les emails, ce qui est un canal de communication qui marche encore très bien avec les internautes. Donc pour vous donner une petite idée de nos clients, voilà un petit aperçu de notre base client. Donc la solution est pas mal utilisée. Alors maintenant qu'on a vu ce que ça faisait, rentrons un petit peu dans la technique. Ce que fait notre moteur, c'est donc être capable en temps réel, c'est-à-dire quand un visiteur arrive sur un site, il doit être capable de dire pour ce gars-là, il faut recommander, dans ce contexte-là, voilà, il est sur telle page, je dois, voilà les produits que j'ai envie de lui recommander. Donc comment ça marche? Un petit peu en deux temps. C'est-à-dire il y a en premier un temps d'apprentissage où le moteur va capter les données et se construire une base de connaissances, et à partir de cette base de connaissances, il fera des recours. Donc c'est ce que modélise ce magnifique schéma. À gauche, vous avez en haut à gauche, vous avez tous les visiteurs, et donc on traque l'ensemble du comportement de tous les visiteurs d'un site, et c'est ce qui nous permet de construire notre base de connaissances. Un autre élément fondamental pour construire notre base de connaissances, c'est les données de nos clients, c'est la base de données en bas à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette base de données? C'est obligatoirement un catalogue, puisque ce qu'on doit être capable de recommander, c'est des produits. Il faut qu'on connaisse ces produits, et il faut aussi qu'on ait des informations associées à ces produits. Quels sont leurs prix, quelles sont leurs catégories, quels sont leurs attributs. Pourquoi? Pour faire de l'apprentissage, par exemple remonter des notions d'apprentissage au niveau des catégories, mais également pour le pilotage métier. Si on dit que le moteur ne doit pas recommander des produits à plus de 300 €, il faut bien savoir le prix du produit, ça semble évident, mais voilà. Donc à partir de cet ensemble d'informations, c'est-à-dire ce que font tous les visiteurs et les informations du client, le moteur se construit une base de connaissances. Et après, quand un visiteur vient sur le site, on est capable de lui recommander les bons produits. Et vous remarquerez que ça marche drôlement bien. Regardez, les chaussures sont assorties avec la robe, donc c'est bien la preuve que ça fonctionne. Alors, on est capable d'avaler d'autres types de données que le catalogue. On peut aussi se brancher sur des données CRM pour récupérer des informations type l'âge des personnes ou la situation familiale ou des ventes issues d'autres canaux. Alors, par exemple, il y a un client, il a aussi un magasin, et donc on peut récupérer comme ça les ventes issues du magasin. Donc, concrètement, quelles sont nos contraintes? On parle de temps réel, ça veut dire quoi temps réel dans notre monde? Nous, on a un engagement de répondre en 100 millisecondes, et en fait, concrètement, le moteur, il répond en moyenne, plutôt autour de 50 millisecondes, ça veut dire qu'il a 50 millisecondes pour construire une recommandation. Et c'est pas très long. Alors, je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur en tête du temps pour afficher une page, par exemple, quand vous allez sur Internet, vous regardez une page web, l'ordre de grandeur, aujourd'hui, il devrait être
théoriquement, pour qu'une page soit très performante, elle devrait s'afficher en une demi-seconde. C'est rarement le cas, on est plutôt entre une seconde et demie pour les sites qui sont performants. Vous avez des sites qui s'envolent avec des temps beaucoup plus longs. Donc 50 millisecondes, 100 millisecondes, on est négligeable par rapport à ça. Donc c'est bien, ça nous permet d'être performants par rapport à nos clients. Maintenant c'est court pour nous, parce que dans ce temps-là, il faut reconnaître le client, reconnaître, ça va, c'est assez rapide, reconnaître l'utilisateur, ça peut être un peu plus long, on gère forcément des millions de visiteurs. Une fois qu'on a reconnu le visiteur, on va récupérer ces informations de contexte. Quels sont les produits qu'il a vus avant? Est-ce qu'il a acheté des produits? On a identifié des notions de profil. Est-ce que c'est un utilisateur qui est sensible aux promos ou pas? Alors là, des informations de profil. Et puis après, par rapport à tout ça, on va élire. En fait, c'est comme ça que marche notre moteur. Il a à sa disposition pour chaque emplacement où il doit faire des recos plusieurs algorithmes. Et il va choisir dynamiquement. Il va tirer au sort, un tirage pondéré, c'est-à-dire pas complètement au hasard. Il va dire voilà, dans ce contexte-là, je vais essayer cet algorithme-là, mais j'aurais pu aussi essayer un autre. Et c'est le fait justement qu'il puisse essayer plusieurs algorithmes qui permet après de faire de l'évaluation et d'adaptation. Donc quelques éléments de volumétrie. On doit être capable de traiter des milliers de requêtes à la seconde. Et puis, ce qui est caractéristique dans notre métier, c'est l'extrême variabilité des charges. Au moment de l'ouverture des soldes, par exemple, c'est extrêmement, les pics de montée des serveurs sont extrêmement impressionnants, donc il y a un facteur entre le moment le plus creux et le moment le plus haut, on est à un facteur qui doit être au-dessus de x100 pour donner un ordre de grandeur. Quelques éléments de volumétrie, j'aime bien compter en puissance de 10. Donc des internautes, globalement, on doit être capable de gérer 10 puissance 8 internautes, c'est un ordre de grandeur. On va pas chipoter. Pourquoi tant que ça? Parce qu'en fait, il y a plein de cas où on peut pas... Alors déjà, nous, on gère nos clients, on est étanche entre nos clients. C'est un engagement contractuel. Donc on ne peut pas... la même personne qui achète chez 5 de nos clients, ce sera déjà au minimum 5 visiteurs différents. Et puis même au sein même d'un client, le même visiteur peut apparaître plein de fois. Je donne un exemple, je navigue depuis mon smartphone et puis depuis mon ordinateur. Tant que je me suis identifié, je ne suis pas identifié sur les deux, je ne peux pas reconnaître que c'est la même personne. Alors après, on peut dédupliquer une fois qu'on a reconnu que c'était la même personne, mais finalement, il y a plein de scénarios où, par exemple, il y a plein de gens qui naviguent encore une fois sur une tablette et au bout du compte, qui feront leur achat uniquement sur leur ordinateur. Donc la tablette ne saura jamais qui est vraiment derrière la tablette. Donc l'historique de navigation, c'est forcément beaucoup plus élevé, on stocke tout ça, et donc forcément chaque internaute potentiellement a vu des milliers de pages. Donc c'est pour ça qu'on a des données beaucoup plus importantes. Les catalogues, on est aussi sur des chiffres assez élevés, c'est un vrai challenge. Pourquoi des chiffres aussi élevés? Parce qu'il y a des catalogues, il y a des sites marchands qui ont des catalogues monstrueux. Donc Amazon, alors on n'a pas Amazon comme client, mais pour donner l'ordre de grandeur, je crois que l'ordre de grandeur c'est 100 millions de produits. Mais il y a un site en France qui a à peu près le même ordre de grandeur de produits. Quelqu'un a une idée de qui ça peut être? C'est Discount, j'en sais rien. Alors c'est une bonne, peut-être que c'est ce genre de volume. Je pense que c'est un peu moins. En tout cas, celui qui a de mémoire 140 millions de produits, c'est Presse Ministère. Voilà, donc des très gros catalogues. Et puis, notre moteur, quand il fait de l'apprentissage, ce qu'il construit, c'est des graphes. Une des choses qui est construite, il y a plusieurs choses qui est construite, mais une des choses qui est construite, c'est des graphes de produits. Et donc, voilà à peu près l'ordre de grandeur de ce que notre solution doit être capable de gérer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas forcé de gérer tout ça en temps réel, puisque pour être capable de répondre aussi vite avec un tel volume de données, en fait, on va absolument jamais interroger l'historique de navigation en temps réel. Donc les données de navigation sont utilisées pour construire des graphes, et après la seule chose qu'on va interroger au moment où on doit répondre, eh bien c'est ces données-là. On doit reconnaître l'internaute, donc ça il faut y aller en temps réel. On doit proposer des produits, donc on est forcé de taper dans les produits en temps réel aussi. Et puis on navigue dans les graphes
pour construire les robots. Donc comment ça fonctionne? Comme je l'ai déjà dit, en fait il y a deux morceaux. Il y a un morceau qui est plutôt orienté, dans notre vocabulaire on appelle ça le front office, de manière extrêmement originale, qui est la partie qui doit répondre en temps réel, et puis une partie back office qui fait plein de choses, mais sa mission principale c'est d'être capable de précalculer les données. Comment on a commencé? On a commencé comme ça, à peu près. Ça peut sembler naïf, donc MongoDB c'est une base de données non SQL, qui permet d'avoir des plutôt bonnes performances. Évidemment, alors d'abord c'est un petit peu simplifié quand même. On a commencé avec un modèle relativement simple en se disant on va tout mettre dans MongoDB. Évidemment, avec le recul, on se dit c'est inadapté, ça marche pas, mais en fait si, ça a marché. Ça a permis de signer les premiers clients et ça a eu cette vertu-là, c'est de nous permettre finalement à coût relativement réduit. Une start-up au démarrage, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle n'a pas de clients. Et donc ça nous a permis de construire une première version et de signer des premières références et des clients qui étaient contents. Donc à l'époque, on avait donc uniquement du MongoDB qui n'était pas splitté entre le front et le back. Et puis l'apprentissage, j'aurais pu le mettre, on faisait ça à l'époque uniquement avec du Maout. Donc c'est une librairie dont a parlé David, donc qui prenait les données historiques de navigation, chargeait ça dans Maout, et puis à partir de ça, était capable de faire des recommandations. Un très très bon composant d'ailleurs qu'on a gardé, c'est RabbitMQ, et vous connaissez tout ça j'imagine, mais en tout cas l'idée d'utiliser de manière extrêmement forte, c'est un élément très structurant d'une architecture que d'utiliser un mécanisme de queue. Ça a beaucoup de vertus, mais c'est pas le sujet du jour, donc je m'attarde pas dessus. Donc après on a évolué. Une évolution, c'est de dire on va séparer ce qui est temps réel de ce qui est back au maximum. Et donc on a splitté 95% la partie MongoDB qui est en front et la partie qui est en back. En fait, on s'est posé la question de plus du tout utiliser MongoDB, mais il se trouve que pour certains points, ça marche encore pas mal. Un autre composant qu'on a utilisé, c'est Redis, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une base de données qui est là aussi, c'est du clé-valeur, qui a comme énorme vertu de répondre extrêmement vite, hein, puisque c'est pas totalement vrai, mais la plupart des choses sont faites en mémoire, et donc en fait il répond, le temps moyen de réponse d'une requête sur Redis c'est 1 milliseconde, donc en fait on l'utilise comme un cache en fait. Donc typiquement un visiteur qui est venu il n'y a pas longtemps, il a été chargé dans Redis, et donc résultat on va le trouver extrêmement vite. Et puis évidemment, sinon on ne serait pas là, on utilise du Cassandra et du Spark. Alors comment on l'utilise? On l'utilise en front office et en back office. On l'utilise en front office pour ce qui est pour la base utilisateur. Donc le Cassandra en haut, c'est pour stocker un très très gros volume d'utilisateurs. Et donc un utilisateur qui n'est pas dans Redis, on va aller le chercher dans Cassandra front. Et puis on a un Cassandra back qui lui est beaucoup plus riche. Alors il a également la partie utilisateur. D'ailleurs, les deux sont synchronisés parce qu'ils sont dans le même, Cyril, aide-moi, cluster. Cluster, merci. Donc voilà, les deux sont dans le même cluster et résultat ils sont automatiquement synchronisés. En fait, les utilisateurs sont créés dans le Cassandra du bas et puis sont en résultat, grâce à la synchronisation, automatiquement mis à jour dans la partie du haut. Et puis dans la partie du bas, c'est également là qu'il y a l'ensemble de l'historique de toutes les actions de tous les utilisateurs, et c'est là-dedans, résultat, que tourne l'apprentissage, avec sur chaque nœud Cassandra un Spark qui est également installé, et résultat ça nous permet une répartition des traitements extrêmement efficace. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Oui. Le Spark qui tourne aujourd'hui, il est en complément de Maout ou il est en remplacement de Maout? C'est une bonne question. On continue pour l'instant. En fait, pour le coup, c'est notre plateforme. Aujourd'hui, on continue à utiliser les deux.
On a le moyen de tester client par client, et puis après le moteur fait lui-même aussi ses réglages, mais en tout cas on peut évaluer les deux en parallèle, et l'idée c'est plutôt de migrer un maximum. On pense probablement on va abandonner Mouse. Et vous retrouvez les mêmes algos, les mêmes, en termes de oui, métier, il n'y a pas de contrainte particulière Alors, comme David l'a dit, il y a beaucoup de choses dans SparkML, MLDiv. Donc pour l'instant, on a de quoi s'occuper. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choix. Pour gérer les graphes, vous utilisez, vous dites que vous faites des graphes de produits, c'est le composant graphe de Spark que vous utilisez? Non, pour l'instant, les graphes sont stockés dans Mongo. Oui. Le calcul de la recommandation en temps réel, il est fait où exactement? Il est fait quand j'arrive, le calcul qui me dit propose-moi tel produit, il est fait au niveau du front office, j'imagine. Oui. Au niveau de la liste, au niveau de Cassandra, dans le code applicatif. Il est principalement fait en utilisant des données précalculées au niveau du graphe. Donc en fait, l'apprentissage chez nous, il est pour l'instant, après les choses peuvent évoluer, mais pour l'instant, l'apprentissage se fait... D'accord, donc c'est précalculé, après suivant quand j'attaque les bases, ouais. Je suis identifié, donc on me recommande un produit. On dit, voilà, ce qui est dynamique, c'est de dire tel utilisateur, il a vu tel produit, il est sensible à telle marque, il aime telle catégorie, voilà, et résultat, à partir de tout ça, je vais préférer tel algorithme, et tel algorithme, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller taper dans un graphe particulier en utilisant des filtres particuliers. Oui. C'est une question un peu annexe, mais par rapport au catalogue des produits, déjà avec quel produit e-commerce vous vous interfacez et comment se fait la mise à jour se pratique la mise à jour des catalogues? Ah oui, c'est une bonne question. C'est un vrai sujet riche, les catalogues, parce que c'est là aussi un sujet dont a parlé David, c'est la qualité des données. En fait, on doit avoir des données clean pour travailler, et le catalogue, c'est une donnée extrêmement sensible, parce que c'est ce que le marchand vend. Donc si on recommande un produit qui n'est pas en vente, c'est extrêmement embêtant. Si on propose un produit avec un prix, je ne suis pas rentré dans le mécanisme de recommandation, mais c'est souvent chez nos clients, c'est nous qui construisons la partie HTML ou qui affiche la recommandation, c'est donc nous qui donnons le prix du produit. Si on donne un mauvais prix, c'est embêtant. Donc pour synchroniser les catalogues, on a un mécanisme d'import de catalogue qui fonctionne principalement de manière complète, c'est-à-dire on récupère un flux catalogue, et puis après on a un mécanisme d'analyse, de nettoyage et d'intégration dans les bases. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un mode import en mode delta, en particulier pour les très gros catalogues, pour être capable de dire on met à jour le catalogue uniquement par rapport aux modifications. Il y a des produits avec lesquels vous interfacez mieux que d'autres ou pas? En termes de produits e-commerce, j'ai vu, il y avait du Libris, il y avait du Magento, il y avait... Ouais, alors effectivement, je n'ai pas du tout présenté ça, mais effectivement, on a des modules, on a développé des modules qui nous permettent d'accélérer la mise en œuvre. Donc on a des modules Magento, Libris, PrestaShop. Et puis sinon, on a des partenaires qui nous permettent de faire des installations extrêmement simples. Notre solution s'installe, c'était un des sujets qu'il fallait adresser, hein, c'est le fait que la solution doit s'installer facilement. Et pour qu'elle s'installe facilement, elle utilise principalement des tags JavaScript pour le tracking et pour les infos. Et on a des partenaires comme Tag Commander qui permettent d'installer ces tags en quelques clics.